Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation que recevaient les jeunes futurs sculpteurs à l'école des Beaux-Arts juste après 1900 était une formation de modeleur, pas du tout une formation de sculpteur. Les sculpteurs, depuis le 19e siècle, ne taillaient pas eux-mêmes le marbre. Ils faisaient des modelages. Le modelage achevé passait entre les mains d'un mouleur qui livrait un plâtre, lequel plâtre partait entre les mains d'ouvriers metteurs au point qui, eux, se chargeaient de la transposition en pierre ou en marbre de leur œuvre. Mais tailler directement, c'était fini, ça ne se pratiquait plus depuis un bon siècle. Alors, le sculpteur qui a renoué avec cette tradition, c'est Joseph Bernard, lorsqu'il a taillé les figures et puis l'effigie de Michel Servet dans la ville de Vienne. Et c'est, dans notre métier, une charnière très importante, parce que c'était la première fois depuis plus d'un siècle qu'un sculpteur se chargeait lui-même de l'exécution de ces figures en pierre. Et puis, il faut quand même citer Camille Claudel, parce que c'est la première, elle aussi. Rodin n'a jamais taillé un caillou non plus, hein. Mais Camille Claudel, oui. Donc, il faut rendre hommage à Camille Claudel sur le plan de la statuaire privée, comme la statuaire qui a la première renouée avec cette tradition. Alors donc, l'année 1926, il a sa première commande, il a 28 ans. C'est le Christ de Sailly-Saillizel, dans le Nord, et qui fait, je crois, à peu près 7 mètres de haut. Alors, quand je disais, on n'a rien taillé de plus de 4,50 mètres depuis l'Antiquité, je parle des rhombos. Évidemment, le bas-relief, c'est plus facile de faire des bas-reliefs à une échelle vraiment monumentale, parce que le bas-relief continue d'appartenir à un mur, donc à l'architecture. Le voilà achevé. Une photo assez récente d'ailleurs. Mais on voit bien que c'est un bas-relief. Et très marqué de l'esprit des années 20. Alors, le prix de Rome, donc, je vous en dis comme ça 2 mots, c'est une invention géniale de Colbert, on ne parlait pas encore à cette époque de retour sur investissement, mais le prix de Rome, c'est un véritable retour sur investissement. C'est-à-dire, l'État offre tous les ans aux meilleurs sculpteurs, aux meilleurs architectes, aux meilleurs peintres, aux meilleurs graveurs, il n'y en avait que 4 à l'époque, la possibilité de vivre pendant 4 ans dans un palais. Alors c'était à l'époque de Colbert, c'est pas encore la Villa Médicis, propriété de la France, mais ça l'a été assez rapidement. Donc, vous allez vivre comme un seigneur dans un magnifique palais en plein centre de Rome. Oui, mais attention, tous les ans, vous avez l'obligation de copier un antique ou un renaissant et de l'envoyer en France, dans les collections d'État. Vous voyez, donc ça c'était très malin, parce que le sculpteur se formait auprès des meilleurs praticiens italiens, mais en même temps avait la contrepartie vis-à-vis de son protecteur, en l'occurrence l'État, ce devoir de livrer des copies. Alors Colbert, il avait son château à Sceaux, toutes les statues du parc de Sceaux, quasiment toutes, c'est des copies faites par des prix de Rome, mais également le jardin des Tuileries, c'est des copies faites par des prix de Rome. Donc ça, c'était très malin. Alors j'ai choisi aussi cette image-là parce qu'elle est assez amusante. Vous voyez, le grand illustré féminin que toute femme intelligente doit lire. Donc femme non intelligente, abstenez-vous. Et là, vous voyez mon père dans un médaillon tout à fait content de sa réussite, parce que c'était quand même une épreuve très difficile, le prix de Rome. Ils rentraient en loge, c'est-à-dire ils étaient enfermés pendant 3 jours, impossible hors de question de sortir, parce qu'on leur donnait un sujet, et au bout de 3 jours, ils devaient avoir livré leur interprétation de ce sujet. Alors, bien sûr, ce n'était pas le prix de Rome, après, il fallait du temps pour l'exécuter.
Mais dans ces 3 jours, aucun échange possible avec l'extérieur, et ils étaient donc mis dans les conditions qui allaient être celles d'un artiste appelé à répondre à la commande publique, c'est-à-dire vous avez un programme, et à vous de donner livrer votre interprétation et votre proposition au travers de ce qu'on vous demande. Comme ses parents habitaient Place des Vosges, à côté de la synagogue, donc ils connaissaient parfaitement, tous ses petits camarades étaient juifs, donc ils connaissaient parfaitement l'âme juive, ce qui n'était absolument pas le cas de ses concurrents, qui ont livré des héroïnes de la Révolution française, et sans du tout cet effacement, cette humilité même qu'il a su traduire. Donc il a eu ce prix tout de suite. Et alors, arrivé à Rome, ça c'est un des dessins de la villa qu'il a fait depuis les jardins. Donc, arrivé à Rome, là il découvre, je reviens sur le dessin, là il découvre vraiment la taille du marbre. Et ça a été une révolution pour lui. Et à part quelques commandes qu'il a pu exécuter en bronze, donc en modelage, ne taille pas le bronze, hein. Ça c'est le travail d'un fondeur. Le travail du sculpteur, c'est la glaise. Éventuellement, il va s'occuper du plâtre, mais après, c'est affaire du maître fondeur. Bon, peut-être, je crois qu'il a réalisé 4 ou 5 sculptures sur la centaine. J'ai fait le compte à peu près des œuvres de mon père qui ont figuré ou qui figurent encore dans le domaine public. Il y en a une centaine. C'est énorme. Alors, comme il est mort très âgé, à 92 ans, eh bien, la fin de mon exposé, je la consacre à ce que Pierre Estany, qui a écrit un très beau livre sur lui, 10 ans après sa mort, a appelé la grande période finale, où là, il a pu entièrement se consacrer au marbre et à sa passion. Donc la commande publique, en gros, c'est entre 1930, donc la fin de son séjour à la Villa Médicis, et 1965. Alors il y a une toute petite queue de comète qui mène jusqu'en 70, mais les sculpteurs comme lui, qui étaient encore fidèles à l'esthétique des années 30, à savoir essentiellement la femme comme thème principal, eh bien ces sculpteurs-là n'avaient été considérés comme passés de mode et n'avaient plus de travail. Donc en 1929, l'Équateur lance un concours international. Il y a eu 152 nations, si ma mémoire est bonne, qui ont participé, donc c'est énorme, pour ériger un monument à Simon Bolivar, qui est l'héritier, qui est considéré, en tout cas un peu par tous les historiens, comme le continuateur de la Révolution française, en ce sens qu'il a fondé en Amérique du Sud 5 républiques, et se réclamant donc de l'esprit de la Révolution. Alors, il était assez naturel que l'Équateur désigne la France comme organisatrice de ce concours. Mayol était président du jury, et puis mon père et Svoboda étaient les seuls aussi à avoir proposé, vous voyez, voilà la maquette, un monument extrêmement dynamique, très loin des statues équestres classiques, jusqu'à Bourdelle avec son alvéa. C'est toujours un officier maître de la situation, avec généralement les symboles des nations soumises aux 4 angles du piédestal. Et là, au contraire, non, ils ont livré une espèce d'épopée, un peu comme celle de la Marseillaise de Rude, sur un des pieds droits de l'Arc de Triomphe, sauf que Rude a créé un rythme ascensionnel sur une spirale, coiffée par l'allégorie de la République, et là, ils sont sur une immense diagonale, mais l'influence de Rude et l'influence de Bourdelle sont très présentes. J'ai puisé donc, parmi ces innombrables exemples d'œuvres présentes encore dans l'espace public, dans le domaine public,
principalement celles qui ne sont pas très loin de chez nous, de chez vous, donc vous connaissez, donc le théâtre Jean Villard, donc vous l'avez visité, hein, vous avez... Ça, je peux passer un peu vite. Il a sculpté aussi les 3 médaillons qui couronnent l'édifice. Ça, c'est une figure qui se trouve encore à Abbeville et qui anticipe un peu les 2 figures du Pec, en plus petit. Ça fait que 3 mètres et quelques. Celles-là, je pense que vous les connaissez aussi. Ce sont les 2 figures qui se trouvent dans le parc du lycée de Saint-Germain. La littérature, celle-ci, et les arts. Alors, tout ça, c'est de la taille directe. Alors, parmi les œuvres marquantes, et là, cette fois, c'est un bronze, c'est les Alençonnais l'appellent la pyramide, peut-être parce que c'est une pyramide inversée. En tout cas, il a fait ça avec Ourlier, qui était de son prix de Rome aussi, ce qu'il appelait son prix de Rome, c'est-à-dire l'architecte qui a eu le prix de Rome en 26, comme lui. Et ils ont beaucoup œuvré ensemble. D'ailleurs, le lycée de Saint-Germain, c'est Ourlier, l'architecte. Et là, c'était une idée très novatrice que de planter un glaive de 12 mètres de haut dans le sol, dont la base ne fait que, base en losange, ne fait que 80 cm sur 40. Donc 12 mètres de haut, donc c'était un défi technique, et heureusement pour lui, il jouait au tennis avec Jean Kérisel, qui était le gendre d'Albert Cacot, et Cacot était le spécialiste français avec Freycinet du béton. Alors Freycinet, béton précontraint, Cacot non, et finalement c'était mieux que ce soit Cacot qui ait calculé le ferraillage de cette lame, parce que on sait maintenant le béton, c'est pas parfaitement étanche, les fers continuent à rouiller, enfin bon. La précontrainte ajoute encore, puisque les fers sont en tension, sont mis en tension, ajoute encore une contrainte supplémentaire, donc c'est plutôt plus rassurant de savoir qu'il n'y a pas de précontrainte là-dedans. Mais il faut imaginer que le ferraillage fait toute la surface du cercle de l'hémicycle. C'est quelque chose. Et il a sculpté, là cette fois en taille directe, les effigies la guerre 14, la dernière, la résistance et les victimes civiles. Donc là, c'était une commande vraiment complète qui faisait appel à toutes les techniques. Problème architectural, d'abord, il faut que ça fasse bien. Ensuite, traduire l'idée sculpturalement sans trahir la grandeur du sujet. Je voudrais bien faire comprendre que l'œuvre d'art n'a pas toujours pour but d'émouvoir, lorsque cette œuvre est une partie d'un monument appelé à accueillir des êtres venant prier. C'est dans l'Église qu'ils doivent être, c'est là qu'ils doivent trouver l'ambiance, la chaleur, l'émotion. À l'extérieur, c'est l'harmonie, la grandeur. Alors vous enlevez la référence à l'Église et vous avez la description du programme des figures du Pec. La grandeur, la monumentalité, et je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Alors, au soleil levant, la lumière traversant le soubassement de la coupole, qui est entièrement éclairé, eh bien, traverse les vitraux en pâte de verre. Et c'est absolument magnifique, mais il faut arriver au bon moment. Voilà un buste de Tourlier. Et Ourlier habitait Saint-Germain, hein, la mémoire est bonne. Et autre œuvre tout à fait remarquable, là, parce que très originale, et dans sa conception, et dans son exécution, c'est le chemin de croix. Et ça, c'est une technique, à ma connaissance, mon père est le seul à avoir employé. Alors vous remarquerez d'abord que les pierres sont de format un petit peu aléatoire, ben, tout simplement parce qu'il les récupérait tel quel, il ne faisait jamais tailler
ces petits bas-reliefs-là qui font 4 cm d'épaisseur, entre 3 et 4. Il les commandait pas en fonction d'une dimension particulière. C'était comme chez les marbriers, il y a tout le temps des chutes. Alors il récupérait tout ça, de la pierre calcaire, mais d'un grain assez gros. Ce qui a un gros avantage, c'est que lorsque vous mettez avec un pochoir des pigments colorés dessus, les pigments vont rentrer dans les pores de la pierre, et pour les fixer, eh bien, il suffira de passer du silicate de sodium. Ça va vitrifier un peu tout ça. Et donc sur le plan technique, je crois, à ma connaissance, personne d'autre n'a fait ça. Et c'est une technique qu'il a mise au point après la guerre, quand évidemment la reconstruction pour les sculpteurs et les architectes, c'est bien, parce qu'il faut reconstruire, mais en revanche, les budgets étaient assez limités, et parfois même plus que limités. Alors avec cette technique-là, eh bien, c'est jamais que des plaques, c'est jamais que du bas-relief, ça permettait de faire quand même de grandes choses, mais avec de faibles budgets. Alors, autre œuvre que mon père considérait comme une de ses réussites, c'est à Arras, le lycée Gambetta. Donc, c'est des figures qui font 12 mètres de haut sur 30 ou 35 d'épaisseur. Et là, mon père aimait beaucoup raconter la façon dont il a fait ça, parce que, eh bien, c'est taillé directement dans le mur. Hein. Donc, la première étape, c'était de construire le mur. Et deuxième étape, le chafaudage étant encore présent, ben, le sculpteur arrive avec sous le bras ses rouleaux de dessin, dans l'autre main la mallette d'outils, et puis c'est tout. Voilà la seconde photo de mon père, donc taillant ses œuvres in situ, et c'est le bas-relief du lycée de Gien, le collège d'enseignement technique de Gien. Et ces sculptures nous conduisent tout droit aux figures du Pec. Et ça passe donc par un certain nombre de dessins, je vous en montre que quelques-uns, des petites maquettes de recherche, des petites maquettes assez sommaires, ça c'est même du plan direct, des petites cachées qui sont posées les unes sur les autres. Et voilà, en revanche, une étude très poussée d'après modèle vivant, dont il s'est directement servi pour les figures du Pec, mais indirectement seulement. Parce que, et là on rejoint cette notion, de grandeur et de monumentalité. Voilà. Voilà les maquettes. C'est de gauche, c'est de droite. Voilà les maquettes qui sont déjà des transpositions de l'étude d'après modèle vivant. Là, on sent la chair, on sent presque la respiration du modèle. Et après, c'est autre chose. Il n'y a pas de respiration. Après, il y a une espèce de noblesse monumentale. La pierre l'emporte, la pierre, matériau dur, l'emporte sur la chair. Et c'est ça la grande différence entre des œuvres qui sont pensées pour être taillées dans un matériau dur, résistant, qui est appelé à traverser les siècles, et le modelage charmant fait dans le cadre d'un petit atelier bien chauffé, avec un modèle nu qui n'aura pas froid. Vous voyez, c'est complètement autre chose. Alors, les maquettes précédentes font à peu près 60 cm de longueur. Ensuite, il a fait deux maquettes un peu plus grandes, qui font 1,70 m. En voilà une des deux, qui est actuellement dans un musée à Lecce, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Alors, je n'ai pas de photo de la seconde, parce que la seconde, il l'a fait tirer en terre cuite directe, et elle est dans une collection particulière à Madrid. Et ce sont ces plâtres-là qui ont servi à la mise au point des statues du Pec,
qui ont donc été agrandis depuis 1,70 m jusqu'à 5 mètres. Et heureusement, donc je ne sais pas qui a pris ces photos, mais il y a des photos anciennes des années 60, donc depuis les années 60, de l'exécution à Tivoli, près de Rome, 30 km de Rome, dans les carrières de travertins romains, de ces figures monumentales que mon père voulait absolument monolithes. Alors, les carrières françaises, au mieux, lui proposaient 7 morceaux. Donc il a dit, pas question, moi Alors il y en a 2, parce que bien sûr, la tête, là, ça aurait été de la folie de dégager tout l'espace devant la tête, donc le placer, pour aller sortir ce qu'il y a en dessous. Donc les têtes auraient été sculptées à part, comme vous voyez là, mais les corps sont monolithes. Et les Italiens, séance tenante, le cher ami, venez, mais oui, bien sûr, vous avez des ponts roulants, les ouvriers, tout, enfin, aucun problème. Pour agrandir, c'est la méthode des 3 compas. Alors, je vous montrerai ça un petit peu après cette série. Alors là, vous voyez, la tête commence à prendre forme. Donc à droite, vous avez la maquette qui faisait 1,70 m, et à gauche, la maquette grandeur. Et là, on est dans ces ateliers de Tivoli avec les praticiens. Là, ce ne sont pas que des metteurs au point. Ils ont utilisé quelques points, bien sûr, mais c'était aussi beaucoup de la taille directe. Parce que les Italiens savent faire ça. Et là, je vais vous pointer ça. Ce gars-là, regardez on appelle ça un merlin. Les grosses masses, ça existe toujours, ça d'ailleurs. C'est des masses de 5 kg. Sauf que lui, son merlin, au bout, il y a une pointe. Et ce type-là, c'était le dernier à savoir descendre des morceaux de 300 kg avec ce machin-là. Plus personne, et mon père ne savait pas faire ça non plus. Il n'y en a eu qu'un. C'est lui. Alors évidemment, vous remarquerez aussi, c'était le début, ça, du marteau pneumatique aussi. Donc ils ont utilisé les marteaux pneumatiques, parce que les blocs faisaient 40 tonnes à l'extraction, donc 80 tonnes de matière, et chaque bloc achevé fait à peu près 17. Vous vous rendez compte ce qu'il faut descendre? Et c'était pas trop de 5. Alors voilà, ça c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment ces types ont fait. Comment on fait pour agrandir en prenant des mesures avec 3 compas. Alors ça, c'est un boulot que j'ai fait il y a 2-3 ans, 3-4 ans peut-être, pour Jacques Jourbada, donc cet ami de mon père, ami de toujours, depuis l'école des Beaux-Arts jusqu'à la fin de ses jours, avec lequel ils ont gagné Bolivar. Donc. Et alors Jourbada, dans les années 50, est passé sur le mode non figuratif, je ne dis pas abstrait, parce que ce n'est pas vraiment abstrait. Et il m'a fallu restaurer, puis agrandir, pour le CG 92, une grande verticale dont l'original en plâtre, vous le voyez à droite, là, derrière ma main, fait 1,90 m, avait besoin d'être restauré, et dont le modèle final en bronze fait 10 mètres. Donc il a fallu passer d'1,90 m à 10 mètres. Mais avant ça, il m'a fallu restituer des volumes qui avaient disparu. Et pour ça, heureusement, je disposais, ça avait pourri un peu dans le jardin, d'un modèle en résine, d'un agrandissement de cette même sculpture qui avait été fait à 4,50 m pour Amiens, pour la faculté de lettres d'Amiens, Jules Verne. Et donc, j'avais, vous voyez, ce morceau-là, que j'ai badigeonné en blanc pour voir clair, ce morceau-là n'existait plus. Alors, je me suis donné 3 points fixes, et avec 3 compas, là je suis en train de prendre l'extrémité tout en bas de cette tête-là. Ici. Donc, avec un premier compas et un point fixe, un point repère fixe, et ça, moi je le mets sur le modèle en haut, je prends une première mesure. Je me fais une échelle de proportion. Ça, c'est le théorème de Thalès. 2 séquents quelconques déterminent sur un réseau de parallèles des segments proportionnels.
Donc, pour ceux qui auraient oublié Thalès. Donc, c'est toujours utile, ça. Alors, on se fait un triangle dont le rapport de proportion correspond à ce que l'on veut ou réduire ou agrandir, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Alors moi, mon problème ici, c'était de réduire. Donc, avec ce grand compas que je tiens avec la main gauche, je reporte sur mon triangle de proportion, je reporte la mesure que je viens de prendre. Et avec le petit compas que je tiens avec la main droite, j'ai ma réduction. Parce que j'ai établi les rapports petit côté de l'angle droit, grand côté de l'angle droit, pour me permettre de passer de 4,50 m à 1,90 m. Deuxième mesure, il faut 3 mesures. Je prends un autre compas, avec un autre, toujours le même point que je cherche à droite, un autre point fixe à gauche, et je refais ma petite manip. On pointe toujours sur le sommet du triangle, et là, cette fois, vous voyez, le réseau de parallèles apparaît. Et les segments sont toujours sur le même rapport. Donc, avec mon petit compas, j'ai ma réduction. On ne fait jamais de calcul, on fait ça au compas, parce que ça va être bien plus vite. Les calculs, on peut se tromper, mais avec ça, on ne peut pas se tromper. Et troisième mesure, toujours pour prendre le même point, avec un troisième compas, donc là, il me fallait 6 compas, 3 grands, 3 petits. Et là, hop, j'ai ma troisième mesure. Et voilà, sur le modèle à 1,90 m, voilà, alors évidemment, j'ai que 2 mètres, donc je ne pouvais pas tenir le troisième compas. Mais vous imaginez aisément que celui qui est posé me donne la troisième mesure, et j'ai ajouté du plâtre. Cette grosse patate là, c'est des gâchets de plâtre qui montent jusqu'à ce que mes 3 compas se croisent en un seul et même point. Un bon praticien, il n'a pas besoin d'en avoir des tonnes. Il en prend quelques-uns, et puis il sait bien ce qu'il a à faire entre. C'est de la sculpture. Donc vous voyez, la statuaire, ce que l'on appelle la statuaire, pas seulement la sculpture, qui est un mot un peu dévoyé maintenant, puisque n'importe qui peut en faire, la statuaire, c'est un véritable métier. Et c'était un métier qui, à l'époque, était partagé par énormément de monde. Et évidemment, il disposait du pont roulant qui permettait de barder des blocs de ce poids. Ça a un charme fou, ces images anciennes, parce qu'on revit vraiment une aventure que plus personne ne soupçonne. Alors j'ai lu quelque part que ces figures, leur premier rôle était un rôle de tas de charge pour le pont. C'est vrai qu'il y a des ponts qu'ils ont construits en ayant comme les contreforts et les piles des cathédrales la nécessité d'aller charger la partie supérieure. Mais bon, j'en ai parlé à Bertrand Lemoine, qui est un spécialiste de l'architecture métallique. Il me dit, oh là, ça m'étonnerait que ce soit nécessaire pour ce pont-là. Et les derniers outils à être utilisés aussi, c'est les bouchardes, c'est des outils de maçon. Vous voyez, la boucharde, c'est comme un attendrisseur de viande, mais c'est du métal. Il y a des pointes de diamant, plus ou moins nombreuses. Alors quand il y en a peu, on arrive à enlever beaucoup de matière, mais tout en déterminant assez facilement des surfaces. Et puis, plus on va loin dans la forme, plus on va prendre des bouchardes avec des pointes de diamant très fines, qui font 1 mm. Et ça, c'est le panneau que mon père avait fait faire et qui trônait dans son atelier. Donc il était content de ça. Et le voilà à côté de quelqu'un que je ne connais pas, peut-être l'ingénieur. Mon père est à gauche, mais ça donne vraiment l'échelle. C'est absolument colossal. Pierre Régis, non? Et toujours pour rester dans le domaine de l'anecdote, pour les mettre en place, il a fallu faire venir une grue du Havre. Alors, la taille directe, 80-81. Là, j'ai pris
c'est une œuvre vraiment de la fin de sa vie, mais il est reparti de ce même modèle magnifique qui a servi de point de départ, je vous montrais tout à l'heure, à ces figures du PEC. Mais cette fois, c'est plus de la sculpture monumentale faite pour mesurer 5 mètres, c'est de la sculpture, vous avez le bloc à droite, c'est la sculpture pour mettre chez soi. Alors vous verrez que la transposition formelle est encore différente. Et puis toujours cette multiplication de petites études, il y en a 2 ou 3, il a fait la synthèse, parce qu'il n'a pas fait exactement la même chose. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemblait le bloc de marbre. C'est un morceau de Pentélique, c'est le marbre du Parthénon. Donc c'est un marbre très résistant, mais pas mal veiné, avec parfois des petits trous. Enfin, c'est pas le Paros, c'est pas le marbre des îles grecques. Et là, pas question de mise au point. Tout est à l'œil. Alors, le travail à la pointe-rolle, vous l'avez au premier plan, la massette à droite, la pointe-rolle à gauche, c'est les pointes des maçons. C'est ça qui a plu aussi mon père quand on l'interrogeait sur son père était ingénieur et spécialiste des machines à bois, donc il a, je vous ai dit tout à l'heure, il habitait Place des Vosges, l'hôtel noble, enfin l'étage noble, et c'était quelqu'un qui avait réussi, il avait une usine d'une centaine de personnes, donc avoir un fils qui veut faire des sculptures, c'était quand même assez angoissant. Mais cette vocation, papa disait toujours qu'il l'avait eue dès le plus jeune âge, en voyant les ouvriers ornemanistes, ce n'étaient pas des sculpteurs, c'était des ornemanistes, qui sculptaient tous les rinceaux, toutes les corniches, tous les œuvres au sommet des immeubles parisiens. Et lui, ça l'avait complètement bluffé, ça. Cette liberté aussi, de travailler en plein air avec les ouvriers. Et toute sa vie, il a défendu cette vision du métier commune au métier d'art. Il ne se considérait pas comme un artiste. Pour lui entre métier d'art, art, il n'y a pas de frontière. Alors, vous remarquez, le dessin commence. Au début, il n'y a pas à dessiner. C'est quand il y a vraiment beaucoup de matière à enlever, ça ne sert à rien de faire un trait de fusain, il va disparaître aussi sec. Mais assez vite, on voit des dessins au fusain, mais qui sont à renouveler sans arrêt. Donc il y a aussi cette conséquence naturelle de la sculpture comme achèvement ultime du dessin en 2 dimensions. Là, on commence à voir le mariage entre le dessin et des surfaces un peu moins grossières, c'est-à-dire que les pointerolles, certaines ont 2 cm de section, ça c'est vraiment pour en enlever beaucoup, et puis quand le plus gros de la matière est parti, là on passe à des sections beaucoup plus fines, ça reste des pointerolles, ça c'est tout à fait caractéristique, ces mouvements parallèles de la pointerolle. Et vous verrez qu'après on va changer d'outil. Là il y a un début de gradine. Alors les gradines c'est des outils plats comme des ciseaux. Le ciseau de sculpteur c'est tout simplement un petit tranchant, c'est tout, hein, mais sans dents. Alors sans dents ça veut dire qu'on n'enlève pas grand chose. Donc quand on met des dents, on appelle ça une gradine, plus ou moins de dents, on peut en avoir beaucoup, très peu, et ça permet de faire des surfaces. Quand les stries sont très fines et très serrées, c'est que vous avez affaire à une gradine. Mais c'est de la géométrie. Vous voyez, moi j'ai appris mon métier pendant 8 ans. C'est-à-dire pendant 8 ans, j'étais sous les ordres d'un patron, et ça m'était même pas venu à l'idée de faire des sculptures moi-même. C'est-à-dire tu pourras y aller, mais après.
Avant, il faut savoir forger les outils, il faut savoir les tremper, puis il faut savoir s'en servir. Il faut apprendre à dessiner et il faut apprendre à penser dans l'espace. Voilà. C'est ça aussi la clé absolue, c'est voir les formes vraiment en épaisseur. Et une remarque que faisait très souvent mon père aussi, c'est, parce que ça le troublait lui-même, c'est que tu travailles par exemple là le ventre, mettons, et puis tu sens que le dos n'est pas à sa place. Eh bien, on le sent. On ne sait pas pourquoi, mais on a la perception des épaisseurs. C'est fou ça. Mais ça vient avec les années. Et c'est la raison pour laquelle les statuaires, les sculptures, notamment la Galerie des Rois, ou toutes les sculptures qui ne sont pas des statues colonnes, au début de l'art dit gothique, mais qui sont des rondes bosses taillées au sol et ensuite seulement mises en place, elles n'ont jamais été faites pour être vues de dos, mais le dos est fait. Alors vous remarquez aussi, je change de point de vue, parce que c'est ce qu'a fait mon père. À un moment donné, il est au-dessus, à un moment donné, il est dessous, à un moment donné, il va basculer. Il faut travailler absolument dans tous les sens. Ce qui explique que Michel-Ange a fait exprès de ne pas finir ses esclaves. Parce que quand vous terminez quasiment une jambe alors qu'elle est encore prisonnière de sa gangue derrière, c'est que vous l'avez fait exprès. Donc le sculpteur est toujours obligé de tout mener de front, simultanément. À tout moment, on doit pouvoir déplacer les choses. Et ce n'est qu'à la fin, quand on est vraiment sûr de son affaire, qu'on peut affirmer ce que l'on a affirmé. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre le modèle de départ et le marbre en cours. C'est pas la même pose, c'est pas le même mouvement, mais il y a quand même toujours cette référence anatomique dont il avait besoin, même si on finit l'anatomie par la connaître par cœur. Ces outils-là, là, c'est des outils courbes, faits sur mesure. Alors là, c'est des pointes, on fait des ciseaux comme ça. Alors ça, il faut savoir le faire. Et puis je peux vous dire que c'est pas facile à tremper, parce que ça fait casser. Voilà un ciseau. Mais il doit y avoir des petites dents, on ne les voit pas bien. C'est un peu tout encore. Mais vous voyez, le jeu, c'est rendre lisible assez tôt, même si on sait qu'on a beaucoup à enlever, mais rendre lisible, ne serait-ce que pour soi-même, ce vers quoi on tend. Alors il y a beaucoup d'allers et retours. Le visage commence à ressembler à un visage, mais comme il n'est pas à sa place, dans les jours qui viennent, il va démolir à peu près tout ce qu'il vient de faire. Mais la mise en place, la pré-mise en place, sert enfin, de support à la perception de ce qui va être fait après. Alors, évidemment, les figures du PEC, il n'était pas question de les travailler comme ça, en les basculant dans tous les sens. Alors, il y a un coup de baramine qu'il n'a pas pu enlever, c'est celui de la terrasse, mais ça, c'est pas grave. Et quant à la main, elle va rester en bas-relief. Voilà la sculpture achevée. Ah bah si, elle a presque disparu. Donc elles sont beaucoup plus massives que les figures du PEC. Et enfin, donc en gros de 58, en 58,
il a encore beaucoup de commandes, donc il n'a pas beaucoup de temps de faire des choses pour lui. Il y en a quelques-unes comme ça, et c'est surtout jusqu'en 84, oui. Et donc ça, Pierre Restany, je pense que tout le monde sait à peu près qui c'est le pape de ce qu'on a appelé le nouveau réalisme. Restany est mondialement connu pour ça. Et le fait qu'il s'intéresse à la fin de sa vie à un sculpteur comme mon père était quand même assez amusant. Alors, lorsque le livre qu'il a fait sur lui, qui est le premier bouquin d'ailleurs, il n'y avait pas de livre sur mon père, aucun. Et lorsqu'il est sorti, la presse notamment a titré Restany ou le tournant de Le Tourneur. C'était un virage à 180 degrés. Lorsque Alain Hivelin, qui était le PDG de la maison Balmain, venant par hasard chez nous et visitant l'atelier, découvrant toutes ces œuvres de ce que Restany va appeler donc la grande période finale, nous a dit, mais il n'y a pas un catalogue, il n'y a pas un livre, rien. On dit, bah non, il n'y a rien. Mon père n'intéresse plus personne. Alors, eh bien, je vous fais un livre. Donc, non seulement il a financé ce livre, mais en plus, c'est lui qui a exigé que ce soit Restany l'auteur. Voilà comment Restany est revenu chez nous et sur là un beau projet qu'il a tout à fait bien mené. Alors voilà, oui, un marbre des années 50, mais que mon père a repris pas mal d'années après. Là aussi, il disait toujours, mais la sculpture, c'est jamais fini. Et c'est vrai que très souvent, j'avoue que moi-même, ça m'arrive de temps en temps, une chose que je pense être terminée, 10 ans après, ah oui, mais là, bon, ça pourrait être autrement. Enfin, bref, on prend les outils, puis on retaille. Alors celui-là est très intéressant, parce qu'il faut l'imaginer à l'envers. Donc, quand j'étais tout gosse, il y a quelques vieux blocs de marbre qui traînaient dans les coins, dont un morceau d'antique qui était coupé en haut en bas, donc il y avait un fessier, un début de cuisse. C'est du Paros. Alors le marbre de Paros est épuisé depuis presque 2 siècles, un peu moins. À ma connaissance, les dernières œuvres réalisées en Paros, ce sont les allégories des victoires dans le tombeau de Napoléon Pradier. C'est du marbre de Paros. C'est le plus beau marbre du monde. Parce qu'il est parfaitement homogène, il a une cristallisation assez fine, mais pas trop, et il prend des patines fabuleuses. Alors évidemment, pas les figures de Pradier, parce qu'elles ne prennent pas le soleil. Mais là, vous voyez, ce côté un peu charnu, doré, ça c'est le propre aussi du Paros. Donc, quand un marbrier peut mettre la main sur une chute, il la garde pour les sculpteurs, et quand les sculpteurs mettent la main dessus, ils la gardent aussi jusqu'à ce qu'ils aient l'idée de ce qu'ils vont faire dedans. Encore un autre morceau de Paros. Il n'avait pas de matière pour faire les orteils. Vous pouvez voir les orteils droits, ça a été rajouté. Il n'y avait pas la place. Mais ce qui est vraiment caractéristique de l'œuvre de mon père, entre autres, plus du sens de la composition et du sens de l'équilibre des formes, c'est ce modelé extrêmement savant. Donc ce livre-là dont je vous parle, j'ai fait à peu près toutes les photos, mais parfois il m'a fallu une journée pour faire les photos. Parce que je mets des lumières à peu près partout, parce que je sais ce que je dois révéler. Éclairer une sculpture, c'est comme dessiner. Donc à chaque fois qu'il y a une petite transition, ici, toutes ces choses, toutes ces accroches sont très savamment placées, et à chaque fois vous donne des nuances de gris différents, mais ça, il faut que la lumière soit caressante. C'est avec ça que j'ai commencé la sculpture. C'est un bloc de Naxos. Alors Naxos, on trouve encore le Naxos. C'est une île des Cyclades voisine de Paros. Mais la différence, c'est que les cristaux sont beaucoup plus gros et beaucoup
plus blanc. Et il a été abandonné. L'exploitation de ces carrières, les Grecs l'avaient abandonné dès la période archaïque. Bon, mon père s'est toujours un peu demandé pourquoi, et il a compris en travaillant, parce qu'il est très fragile. Et les cristaux ont tendance, comme certains sont gros comme l'ongle du pouce, vous voyez un peu, eh bien, le ciment, en quelque sorte, qui les lie, qui les relie, n'est pas très solide. Ça a tendance à éclater. Donc il faut l'user. Alors voilà, moi j'ai commencé, j'avais un dessin, et puis le bloc, là, qui fait 20 et quelques d'épaisseur, 1,80 m de haut. Et puis bien sûr, j'ai travaillé sous la dictée, et c'est comme ça qu'on apprenait le métier. Vous avez le patron à côté qui décide, qui dit tu fais ça, tu descends ça, et puis il surveille, évidemment. Et puis à la fin, c'est lui qui te finit, bien sûr. Autre marbre magnifique que mon père a eu la chance de pouvoir se procurer dans les années 20, enfin en 26, entre 26 et 27, c'est pas compliqué. Quand il est arrivé à la Villa Médicis, les carrières de Rose de Milan, qui est le marbre du dôme de Milan, de la cathédrale de Milan, les carrières sont réservées à la réfection du dôme, donc on n'y touche pas. Et puis il y a eu une fourchette de 2 ans, entre 26 et 27, où voyant que il est tellement solide ce marbre qu'il n'y a pas besoin de faire de réparation, donc allez, on va commencer à permettre à des artistes d'en acheter. Et puis en 27, c'était fini, ils ont refermé. Donc on ne peut plus se procurer ce marbre-là, qui est particulièrement beau, avec des morceaux de pyrite de fer à l'intérieur, c'est un peu métallique, alors quand l'outil arrive dessus, ça fait des étincelles. Et le premier marbre qu'a fait mon père dans ce matériau, c'est un petit torse de 40 cm à peu près, et ça je l'ai donné, je voulais absolument qu'il soit dans un musée d'abord, et puis ensuite qu'il ne soit pas dans les caves d'un musée, mais dans les collections permanentes. Alors c'est le musée Thomas-Henry de Cherbourg qui l'a pris. Donc il est dans les collections permanentes maintenant de ce musée. Et là, il faut vraiment imaginer, c'est le bas-relief le plus fin possible, c'est-à-dire qu'il y a très très peu, le bloc doit faire 4 cm d'épaisseur, mais le modelé joue sur 5 ou 6 mm, c'est tout. Donc c'est vraiment du dessin transcrit en 3 dimensions, mais avec le moins de retrait de matière possible. Et ça, mon papa considérait ça comme son dernier chef-d'œuvre. C'est un groupe de 3 figures. Alors les 3 grâces, évidemment, mais lui, il appelait ça plutôt les 3 figures. Et le défi qui s'était jeté, qui s'était lancé, c'est de les harmoniser entre elles sans le truchement d'un drapé. Parce que quand quelque chose ne s'arrange pas très bien, ben on met un drapé, et puis ça passe tout seul. L'architecte, quand il a un coin qui ne va pas bien, il plante un peuplier, et puis le tour est joué. Hein. Mais là, non. Alors, bien sûr, pas question non plus, pour des raisons de solidité, d'éviter l'espace libre entre les jambes, sinon ça serait cassé depuis longtemps. Mais, mis à part la nécessité de garder un bloc en bas dense, tout le reste, ce ne sont que des courbes qui s'harmonisent entre elles. Et il a mis 4 ans à faire ça, parce que c'est toujours ce marbre de Naxos qu'il faut user sur les derniers centimètres.